Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Donc nous avons notre état initial et la question c'est comment va-t-il évoluer? Quelle va être la géométrie de l'espace-temps qui correspond à cet état? Quelle sera la taille de l'univers? La relativité générale, nous l'avons vu, permet d'obtenir une description globale de l'espace-temps, donc de l'univers, vu comme un tout. Nous avons vu le principe cosmologique. Donc l'univers semble, au moins à très grande échelle, être homogène et isotrope. Ce qui peut nous conduire à des solutions qui sont décrites comme, d'une part, la matière, le gaz initial chaud et dense, est répandu de manière homogène et isotrope, avec une densité de matière qui est identique en tout point. Et d'autre part, la courbure de l'espace-temps est également identique en tout point. On définit alors deux choses. D'une part, on définit une notion de repère comobile. Donc on prend un repère, comme nous avions vu en relativité, celui-ci étant attaché, son origine est attachée à un élément du gaz qui remplit l'univers et qui va évoluer se déplacer avec cet élément de gaz. Peu importe quel élément de gaz on prend, puisque justement on prend le gaz comme étant homogène et isotrope, identique en tout point. Ensuite, le repère a un temps qui lui est associé avec une horloge, et ce temps du repère est appelé temps cosmologique. Quand on parle de l'âge de l'univers, quand on dit l'univers à tel âge, c'est en fait à ce temps-là que l'on fait référence, celui du repère comobile, étant entendu que dans d'autres situations, comme près d'un corps très massif, avec la dilatation du temps, il peut y avoir des durées différentes. Mais le temps cosmologique nous donne un âge cosmologique, et étant donné qu'on a adopté ce principe cosmologique où tous les points, tous les repères sont identiques, ce concept de temps cosmologique et d'âge de l'univers est cohérent. Si on adopte ça et qu'on utilise les équations de la relativité générale, on obtient alors des solutions relativement simples. Et ces solutions sont reliées à un seul paramètre que l'on note avec la lettre kappa, qui ressemble à un K, et qui est fonction de la densité de la matière dans l'univers. La description de l'espace et du temps est donnée par une métrique appelée métrique de Robertson, Walker, Friedman et Lemaître. Parce qu'ils sont trois groupes, Robertson et Walker d'un côté, Friedman et Lemaître, à avoir trouvé parallèlement cette solution dès que la relativité générale a été publiée par Einstein. On la note aussi en raccourci avec leurs initiales RWFC. Quand on prend deux points dans un espace-temps, la distance entre les points est quelque chose d'un peu ambigu en relativité générale à cause de la courbure de l'espace-temps. Si la courbure est quelque peu tarabiscotée, définir la distance peut être un peu compliqué. Mais ici, on a de la chance, puisqu'on dit la courbure est la même en tout point, et donc définir la distance peut se faire sans ambiguïté. C'est exactement la même chose que de prendre la distance entre deux points sur la surface de la Terre. On choisit une géodésique, c'est-à-dire le chemin le plus droit et le plus court possible entre les deux points, tout simplement, ce qui nous donne une distance. Et on peut alors étudier comment évolue cette distance de par exemple deux éléments du gaz ou deux repères commobiles. On peut considérer cette distance comme une distance caractéristique et étudier comment elle évolue au cours du temps. Et les trois types de solutions se dégagent
si on trace ici le temps cosmologique en horizontal et la distance caractéristique en verticale. Il y a d'abord une solution où la distance croît puis décroît, comme ceci, et qui correspond aux solutions avec kappa positif. On a ensuite une solution qui croît comme ceci, et qui correspond à kappa égale 0. Et enfin, une solution qui croît comme ceci pour kappa négatif. Le point ici est le point temps cosmologique égale 0. C'est de cette manière qu'on synchronise l'horloge du repère comobile, et en ce point, on voit que la distance caractéristique tend vers 0. Donc, tous les points dans l'univers se rassemblent en un seul point. On a donc une densité qui tend vers l'infini, une température qui tend vers l'infini. C'est typiquement ce qu'on appelle une singularité, où toutes les grandeurs deviennent infinies. Évidemment, on sort là totalement du domaine de validité de la théorie, et même de toutes nos théories. Et donc, comme nous l'avons dit, nous démarrons un peu plus tard, en t égale à petit epsilon, là où la relativité générale peut être considérée comme valide. On ne sait pas trop comment c'est ce petit point, ce petit départ, mais au moins on sait que la théorie nous donne des résultats corrects pour le reste. Lorsque kappa est positif, comme ici, dans ce cas-là, ça correspond à une densité assez importante, une densité assez grande du gaz dans l'univers. Dans ce cas-là, l'expansion est lente, et bien au bout d'un certain temps, elle s'arrête et l'univers rétrécit. C'est ce qu'on appelle typiquement un Big Crunch, où l'univers se ratatine. Et après, il y a un rebond, sans préjuger de cette nouvelle singularité, il y a un rebond après. Pour kappa égale 0, la densité, ah oui, petit détail, c'est assez logique comme solution. Parce que la densité de matière étant assez forte, ça veut dire qu'il y a une gravité importante, et donc que cette gravité tend à ralentir l'expansion de la matière de l'univers. Si la densité est un peu plus faible, on a kappa égale 0, et dans ce cas-là, l'expansion est un peu plus rapide et se poursuit indéfiniment, les distances étant alors plus limitées. Et dans le cas des densités encore plus faibles, kappa est négatif, et là, l'expansion est encore plus rapide, bien entendu. Entre les deux, cette expansion très rapide et cette expansion avec Big Crunch, le cas kappa égale 0 constitue une limite entre les deux, auquel correspond une densité bien précise, appelée densité critique. Considérons maintenant un instant donné du temps cosmologique. On prend un instant donné et on prend tous les points de l'univers à cette date. On fait donc en quelque sorte une coupe dans l'espace-temps à temps cosmologique donné, ce qui donne l'espace tout entier, globalement, c'est-à-dire l'univers à un instant cosmologique donné. Dans ce cas-là, pour le cas kappa négatif, l'espace, donc l'espace seul, cette coupe, est de géométrie sphérique. En particulier, si on pouvait prendre 3 points extrêmement éloignés, en parlant là en milliards d'années-lumière, en traçant un immense triangle, en faisant la somme des angles au sommet, on obtiendrait une somme des angles supérieure à 180 degrés. On peut visualiser cet espace comme une sphère. Mais attention, on parle là de la surface de la sphère.
l'intérieur de cette boule n'a pas de réalité physique, il fait partie de la représentation. Seule la surface représente l'univers, avec une géométrie sphérique. Autre bémol, une surface d'une sphère est à 2 dimensions, alors que l'espace est à 3 dimensions. En dehors de ces petites limites, quand on sait que seule importe la surface, c'est assez intuitif et assez utile. On obtient ainsi un univers qui est fini, mais non borné. Alors qu'est-ce que ça signifie? On parle aussi en mathématiques de variété compacte ou en cosmologie d'univers fermé. Dans ce cas-là, la distance entre 2 points a un certain maximum. Si l'on prend 2 points diamétralement opposés à la surface de la sphère, alors la distance ici est appelée diamètre de l'univers. Attention, ce n'est pas le diamètre de la boule, de la sphère, c'est la distance sur un demi-équateur. Mais en plus, cet univers est non borné. C'est-à-dire que quelqu'un à la surface, donc dans cet univers, la surface de cette sphère, qui irait toujours tout droit, c'est-à-dire qu'il reste à la surface de la sphère, il suit notre ligne de chemin de fer, comme nous avions pris en exemple, il continue toujours tout droit, il finit par faire le tour et se retrouver à son point de départ. Donc, il n'y a pas de frontière, pas de bord. L'univers est dit non borné. Et rappelez-vous que l'univers, tout l'univers, c'est cette surface, pas l'intérieur. C'est un univers donc fermé, non borné, mais fini. Cette représentation est donc un peu limitée, mais elle est pratique, assez intuitive. On peut même l'utiliser dans le cas des autres géométries que nous allons voir et qui ne sont pas sphériques. Ça aide à visualiser et à raisonner en connaissant les limites de cette représentation et en sachant que éventuellement on ne parle pas d'une géométrie sphérique. Prenons 2 points à la surface de cette sphère. 2 galaxies, disons. Dans ce cas-là, il y a une certaine distance qui les sépare. Alors, au cours du temps cosmologique qui grandit, la taille caractéristique augmente, donc l'univers grandit. Et la distance entre 2 galaxies s'étend. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Il est évident que 2 galaxies proches vont s'éloigner assez peu, et 2 galaxies plus éloignées vont s'éloigner plus fort. On retrouve la linéarité dans l'expansion et la loi de Hubble. Voilà, alors on va arrêter ici pour cette première vidéo sur les modèles. Nous avons encore pas mal de choses à voir. Nous verrons dans la prochaine vidéo les autres cas. On parlera aussi de concept de topologie, j'expliquerai ce que c'est, la correspondance de tous ces résultats avec l'observation et une série d'autres choses. Je vous remercie.